Terme Analysis, un autre regard. Philosophie et amitié. Chers amis, cela sera le thème de notre journée. J'aimerais tout d'abord partir de la définition traditionnelle de la philosophie qui est donnée en France et en Navarre dans tous les cours de philosophie, aussi bien les cours pour débutants que les cours avancés, entre guillemets, à l'université. La plupart de mes collègues partent en fait de l'étymologie du terme philosophie, qui est une étymologie peu comprise d'ailleurs. Philosophie vient du grec philein, qui veut dire en grec aimer. Donc le philosophe, c'est quelqu'un qui aime. Mais qui aime quoi? La deuxième partie du mot, sophia, qui signifie en grec énormément de choses, mais qui peut désigner la sagesse, ou encore une forme de savoir que les Grecs appellent parfois du nom d'épistémé. Donc la philosophie, c'est tout simplement l'amour de la sagesse, ou autre traduction possible, le désir du savoir. Et une fois que les professeurs donnent cette définition, ils commencent leur cours de philosophie sur les chapeaux de roue. Traditionnellement, donc, la philosophie est perçue comme l'amour de la sagesse, mais vous admettrez avec moi que cette définition est particulièrement vague. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque les Grecs ont introduit ce terme, puisque c'est un terme grec, les Grecs ne comprenaient pas grand-chose. On dit que c'est Pythagore, c'est une forme de légende, qui aurait inventé ce terme, et tout de suite les Grecs lui ont posé les questions, que signifie philosophos? Puisque les Grecs ne connaissaient pas le mot philosophe, ils connaissaient le mot sage, qui était tout à fait différent. Alors c'est un terme qui n'est pas très précis. Pourquoi? Parce que pour savoir ce qu'est le désir de la sagesse, il faut évidemment savoir préalablement ce qu'est la sagesse. Et cela est évidemment une question qui va agiter la philosophie. Qu'est-ce que la sagesse? Donc comment définir la philosophie si vous ne savez pas au juste ce que recouvre le contenu de cette sagesse, de cette notion? C'est la raison pour laquelle, en fait, pour appréhender la philosophie, je propose aujourd'hui un autre regard, puisque c'est le thème de notre chaîne, un autre regard sur la philosophie. Et ce regard consistera aujourd'hui à parler non pas tant de la sagesse, bien sûr, que de l'amitié. Pour quelle raison? C'est que on peut définir la philosophie d'une autre façon, puisqu'elle est composée, le terme est composé de l'amour et de la sagesse. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'au lieu de considérer la philosophie comme l'amour de la sagesse, on pourrait inverser les termes et considérer la philosophie comme la sagesse de l'amour, ou plus exactement comme la sagesse de l'amitié, puisque le terme grec de philia correspond exactement à ce qu'est le philosophe. Alors si nous voyons le philosophe non plus comme quelqu'un qui recherche à tout prix la sagesse, la vérité, ça sera très bien, parce que ça voudra dire que le philosophe n'est pas, comme on le pense souvent, un érudit. Ça voudra dire quoi? Que la philosophie peut être appréhendée, peut être vue comme un exercice, tout simplement, qui accorde une place significative à l'amitié dans son existence. Et ceci n'est pas du tout faux, je dirais même que ça donne un éclairage sur ce qu'est la philosophie dès sa naissance. En effet, c'est ce que nous allons voir, la philosophie peut être vue comme une certaine relation qu'on pourrait nommer amicale entre un maître et un disciple, et ces relations doivent être envisagées selon ce lien de philia, selon ce lien d'amitié. Mais dès lors que nous redéfinissons la philosophie ainsi, c'est le personnage lui-même du philosophe qui doit être redéfini. En effet, nous avons une image qui est un petit peu classique, un petit peu stéréotypée du philosophe comme un être solitaire. On imagine
quelqu'un qui est, comme dirait Descartes, solitaire dans son cabinet, en train d'inventer toutes les méditations métaphysiques du monde. Chez les Grecs, en tout cas, la conception grecque de la philosophie est tout à fait différente. Pourquoi? Parce que, loin de correspondre à l'image du philosophe solitaire, les Grecs et les philosophes grecs étaient, à l'inverse, entourés d'amis. Je donnerai quelques exemples le montrant. Tout d'abord, Socrate. N'imaginez pas Socrate se baladant seul avec des écouteurs sur les oreilles dans les rues d'Athènes. Il ne s'agit pas de cet égoïsme contemporain qui caractériserait le philosophe actuel. Socrate, en fait, était toujours entouré, je dirais, d'une kyrielle de personnages qui n'hésitaient pas à appeler ses amis. Et allons jusqu'à la mort de Socrate. Lorsque Socrate meurt, il ne va pas mourir seul dans un EHPAD pour philosophes. Socrate va être entouré de Critone, de Critobule, qui est son fils. Il va être entouré d'Échine. Il va avoir serré la main d'Antisthène, d'Hermogène, d'Épigénès, de Ménexène, de Ctésippe, etc. Et puis d'auteurs, de philosophes ou d'amis dont on n'a plus le nom. Donc c'est bien là l'idée que le philosophe, c'est celui qui sait s'entourer d'amis. Je prendrai un deuxième exemple, c'est Épicure, Épicouros, qui était également un immense philosophe grec. Eh bien, lorsqu'il crée son école, qui s'appelle le Jardin en grec, eh bien, il est toujours entouré de ses disciples qu'il considère comme ses amis. Très important. Lorsqu'il pratique ses exercices de gymnastique le matin avec ses élèves, il pratique ses exercices avec ses amis. Et Épicure va donner à la postérité philosophique, il va léguer en quelque sorte un testament à qui? À Ménécée, à ses amis, à Idoménée de Lampsaque, etc. Donc en fait, on voit que l'amitié est quelque chose de fondamental en philosophie. Le philosophe est à la recherche non seulement de la vérité, mais également à la recherche de l'amitié. Alors, voilà la question qui va surgir aujourd'hui. Si la philosophie consiste à rechercher la vérité ou une forme de sagesse, mais en même temps à rechercher l'amitié, quelle est la valeur pour le philosophe qui va être la plus importante? Est-ce qu'il va choisir l'ami au détriment de la vérité? Est-ce qu'il va choisir la vérité, quitte à rompre le lien amical en raison de cette recherche qui doit être peut-être trop exigeante? Alors, pour bien répondre à cette question, puisque cette question s'est posée à tout philosophe, si je suis philosophe, quelle est la valeur qui doit primer? Est-ce la vérité? Est-ce l'amitié? Tout d'abord, je pense qu'il s'agit de redéfinir cette amitié. En effet, l'amitié philosophique n'est pas une amitié comme une autre, comme on pourrait le penser. Je pense que la première chose à faire, c'est de distinguer l'amitié philosophique d'une amitié qu'on pourrait appeler commune. Et c'est une erreur de croire que c'est la même chose. Alors qu'est-ce que c'est l'amitié commune? C'est heureusement cette filia que nous recherchons tous dans notre existence. Je dirais que ce que nous recherchons dans nos existences, c'est d'abord l'amitié. Pas nécessairement l'amitié philosophique. L'amitié qui se produit dans l'exercice de la philosophie. Alors cette amitié commune, je l'appellerai tout simplement affective. Bon, c'est un engagement total à l'égard de son ami, qui nous émeut souvent lorsqu'on voit des exemples de dévouement qu'on pourrait nommer amical. Et cet engagement, le philosophe ne peut pas vraiment en parler parce qu'il est totalement indicible. Indicible pour quelle raison? Parce qu'il repose sur l'affect. Cette amitié, d'ailleurs, elle a été décrite par Montaigne, très très bien. On se trompe en pensant que l'amitié de Montaigne et de la Boétie est une amitié qui est uniquement fondée sur la philosophie. Pas du tout, c'est une amitié affective. C'est une amitié où Montaigne va nous dire parce que c'était lui, parce que c'était moi, et Montaigne nous dit
Ce que j'aime dans la Boétie, c'est sa personnalité, donc. Hein, c'est ce que nous aimons dans l'amitié affective, c'est l'amour que nous avons pour une certaine personne qui se manifeste dans la présence physique et spirituelle de mon ami. Mais Montaigne va bien insister sur le fait suivant, c'est que cette amitié, pour Montaigne, comme toute amitié affective, elle est inexprimable. On ne peut pas vraiment l'expliquer, on ne peut pas vraiment dire pourquoi je suis son ami. Montaigne constate qu'il semble être fait avec la Boétie qu'il rencontre alors qu'il est très jeune, il semble être fait de la même étoffe, mais enfin, ce n'est qu'une métaphore. Et évidemment, Montaigne n'explique pas. Et n'expliquant pas, eh bien, cela échappe à la philosophie, puisque la philosophie, c'est l'art de l'explication, de la définition, de la clarté des concepts. Donc, cette première amitié n'est pas une amitié philosophique, c'est une amitié évidemment commune, c'est une amitié qui peut intervenir à n'importe quel niveau, mais l'amitié dont nous devons parler, nous, c'est l'amitié qui surgit lorsque nous faisons de la philosophie, c'est tout à fait différent. Là, il y a une deuxième forme d'amitié, qui est également très importante, c'est une amitié qu'on pourrait nommer religieuse. Elle a existé, et il faut admettre qu'elle est assez surprenante et très intéressante. Alors cette amitié religieuse, c'est elle qui fonde, en quelque sorte, les communautés religieuses. Bon. Cette amitié est fondée sur ce que j'appellerais, moi, plutôt une adoration. On a un personnage qui est un personnage charismatique qui arrive dans l'histoire, et il a des amis, mais ces amis sont, je dirais, plutôt des fidèles, en quelque sorte, qui vont adhérer de manière absolue au discours, au message d'un prophète, par exemple, ou d'un messie. Alors, prenons des exemples très simples. Jésus n'est pas un personnage solitaire, comme notre philosophe. Jésus apparaît, il va apparaître dans l'histoire entouré d'apôtres. Je rappelle que apôtre, en grec, ça signifie quelqu'un qui a été envoyé. Bon, il a été choisi, et Jésus, vous le savez tous, partage, en quelque sorte, sa table avec ses disciples. On peut penser à Pierre, qui est le premier disciple de Jésus, qui lui dit « J'abandonnerai tout pour toi ». C'est sans doute une marque d'amitié, mais c'est une amitié que je ne nommerai ni affective ni philosophique, mais religieuse. Pierre, André, Matthieu, Jacques, j'en oublie, Simon le Zélote, etc. Voilà des disciples qui sont les amis de Jésus, mais il est clair que cette amitié n'est pas, alors du tout, l'amitié de Montaigne et de la Boétie. C'est une amitié qui manifeste un troisième terme. Et ce troisième terme, c'est évidemment la présence de Dieu. Si j'adore Jésus, c'est que finalement c'est une personne divine. Et dans les autres religions, pas simplement dans la religion chrétienne, nous avons ce lien très fort qui peut exister entre les êtres, notamment dans l'islam. En islam, en effet, vous avez le prophète, Mohammed, qui est entouré, littéralement, de ses compagnons. Bon, on peut penser évidemment à Abou Bakr, on peut penser à Omar, à Ali, à Othman, ce qu'on appelle les califes, les 4 premiers califes, qui sont dits en arabe bien guidés, etc. Il y en a d'autres, Abderrahman, etc. Donc existe ici un lien qui n'est pas un lien d'amitié philosophique, mais c'est un lien avec le prophète qui repose sur la présence divine, qui est celle du prophète. Il ne s'agit donc pas d'une amitié commune. Il s'agit, je dirais plutôt, de la naissance de quelque chose de très fort que, en arabe, on va appeler Ummah, qui signifie la communauté des croyants, la communauté religieuse. Dans toute communauté, il y a une forme de filia, il y a une forme d'amitié, mais ce n'est pas l'amitié philosophique. Alors, essayons de répondre à la question. Qu'est-ce que l'amitié philosophique ? L'amitié philosophique, elle réside dans un amour, bien sûr, mais cet amour n'est pas, comme on pourrait le penser, un attachement personnel pour le maître de philosophie. Qu'est-ce qu'on admire
chez le maître de philosophie en Grèce, c'est non pas lui, mais son amour pour la vérité. C'est-à-dire que être ami d'Épicure, être ami de Socrate, ce n'est pas s'intéresser, je dirais, simplement à la personnalité d'Épicure et de Socrate, c'est s'intéresser au désir qui existe chez Socrate et chez Épicure de la vérité. C'est-à-dire, on l'a compris, dans une amitié philosophique, on ne désire pas la personne ou se rapprocher de cette personne, on désire ce qui habite cette personne, ce qui habite le philosophe, à savoir on désire un désir. On désire le désir de vérité qui habite le maître. C'est ça l'attachement philosophique. Ce qui est admiré chez le maître, ce n'est pas le maître lui-même, c'est l'amour qu'il a pour la vérité, l'amour qu'il a pour la vertu, qui va susciter chez l'élève un désir, le désir de rechercher également le vrai. Je dirais que ça, c'est vraiment la tradition philosophique qui repose sur cette amitié qu'on ignore souvent. Faire un cours de philosophie, c'est pas écrire des choses au tableau, comme on le pense un peu bêtement depuis le début de la philosophie. Faire un cours de philosophie, c'est montrer de manière publique notre désir de vérité qui nous habite et qui souvent, d'ailleurs, demeure intime. Philosopher, pédagogiquement, bien sûr, c'est mettre à nu ce désir du vrai qui va fasciner l'élève lui également. Et allons plus loin. C'est cela qui a fasciné justement de tout temps dans la philosophie. Ce n'est pas la personnalité du maître de philosophie, c'est sa façon de désirer le vrai. C'est ce que Platon a aimé chez Socrate. C'est ce qu'Aristote a aimé chez Platon. Et c'est sans doute, même s'il n'est pas devenu philosophe, loin de là, ce qu'Alexandre le Grand a admiré chez son maître Aristote. Ce qu'ils admiraient, ce n'était pas donc ces personnalités, évidemment grecques. Ce qu'ils admiraient, c'était tout simplement cette façon qu'avait la vérité de se manifester dans un certain désir. Alors, est-ce que ça veut dire que cette amitié philosophique est absolue ? Pas du tout. Cette amitié philosophique peut rencontrer des limites, et j'aimerais en parler un petit peu aujourd'hui. En effet, comme cette amitié philosophique ne repose pas sur une personnalité, elle va rencontrer des limites, puisque dès lors que le désir de vérité du maître n'est plus reconnu, eh bien l'amitié peut se briser, peut ne plus exister, bien sûr. Et j'aimerais parler de quelques amitiés qui se sont un petit peu écornées dans l'histoire de la philosophie. Tout d'abord, comme je l'ai dit, existait de façon très forte une amitié entre le maître et le disciple. On peut prendre l'exemple de Platon et d'Aristote. Aristote et Platon ont été unis par cette recherche de la vérité, donc ils ont travaillé dans le même sens. Ils furent donc, d'une certaine façon, on peut le dire, amis dans ce sens-là. Aristote va fréquenter très jeune l'école de Platon, puisqu'il a à peu près 16-17 ans, lorsqu'il va fréquenter l'école de Platon, et il va rester, ce qui est quand même un signe d'amitié philosophique, il va rester une vingtaine d'années dans cette école de Platon, puisqu'il va, je dirais, en sortir lorsqu'il a à peu près 36-37 ans. Et cette amitié est telle que Platon va considérer Aristote comme son meilleur élève, puisqu'en grec, Platon va nommer Aristote onous, ce qui signifie « tu es l'intelligence de mon école » ou « tu es l'âme de cette école ». C'est très très beau comme terme, et cela montre évidemment la force de cette filia. Mais Aristote va s'éloigner de Platon, parce qu'il considère, pour des raisons techniques dont je ne vais pas parler ici, que la vérité telle qu'elle est vue par Platon ne correspond plus à sa vérité à lui, Aristote. Et ce qui fait que Aristote va fonder sa propre école. Donc ici, il y a une rupture dans cette amitié philosophique,
qui n'est pas grave, hein, puisqu'il est tout à fait normal de chercher sa propre voie, en quelque sorte. Et vous savez, Aristote va fonder son école qu'on appelle du beau nom de lycée. Nom qui s'est tellement galvaudé, vous l'admettrez, à l'heure actuelle. Aristote va donc fonder son école, le lycée, pour poursuivre en quelque sorte sa propre quête de la vérité. Et en fait, Aristote va nous expliquer qu'il a choisi entre ces deux valeurs. Il a préféré la vérité, en quelque sorte, à l'amitié. Alors il le dit, c'est un terme grec qu'il emploie. Voilà la phrase grecque qu'il énonce, qui est tellement importante pour expliquer l'amitié philosophique. Aristote va dire ceci. Philos men Platon, philothéra de aletheia. Traduisons. Philos Platon, je suis l'ami de Platon. Platon est mon ami. Men philothéra de aletheia, mais la vérité est mon ami plus encore que Platon. Cela signifie que Platon est mon ami, mais la vérité est encore plus mon ami d'une certaine manière, si je traduis de façon littérale. Voilà, donc ça c'est l'amitié philosophique. Lorsqu'il y a à choisir entre la vérité et l'amitié, dit Aristote, le philosophe va choisir quand même la vérité. Et c'est ce qui caractérise la vérité philosophique et l'amitié philosophique. L'amitié philosophique, elle n'est pas absolue. Elle est liée au désir de vérité qui doit être reconnu ou pas. Je donnerai un autre exemple d'amitié philosophique qui est plus contemporain, je dirais, pour pas rester dans l'Antiquité. C'est cette amitié qui a existé entre Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Alors je ne parlerai pas des relations de Sartre et de Beauvoir, de Simone de Beauvoir, puisque dans cette relation entre Sartre et de Beauvoir, il y avait également sans doute de l'amour. C'est totalement différent. Mais ici, je parlerai de cette relation qui fut d'abord amicale entre Sartre et Camus. En 1962, Sartre et Camus, qui se connaissaient, qui avaient écrit des ouvrages sur l'existentialisme, donc ils partageaient des idées communes. En 1962, Sartre a décidé justement de rompre cette amitié, je dirais de façon un petit peu aristotélicienne. C'est-à-dire qu'il va dire à Camus, au nom de la vérité, je vais rompre cette amitié. Alors je cite ce passage puisque Sartre va s'exprimer dans une revue qui s'appelle Les Temps modernes, et voilà l'incipit de cet article, qui est très connu, où Sartre va dire à Camus, nous ne serons plus amis. Beaucoup de choses, dit Sartre, nous rapprochaient, peu nous séparer, mais ce peu était encore trop l'amitié. Elle aussi tend à devenir totalitaire. Donc, cette amitié, dit Sartre, est totalitaire. Ça signifie que, je cite Sartre, il faut l'accord en tout ou la brouille. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, pour Sartre, l'amitié doit être totale, philosophique, et dès lors qu'on ne partage plus certains principes, certaines visions de la vérité, cette amitié ne doit plus subsister. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? C'est que Camus, à cette époque, s'était un petit peu distancié du communisme, alors que Camus fut communiste à une certaine époque, et cette distance, Sartre va la critiquer, puisqu'il va considérer que prendre ses distances à l'égard du communisme, c'est affaiblir ce qu'il appelait la lutte révolutionnaire, et il va donc mettre fin publiquement à son amitié avec Camus, affirmant d'une certaine manière que la vérité de son engagement était quand même beaucoup plus importante que le lien amical. Ce qui est, d'une certaine façon, une confirmation de la phrase d'Aristote, oui, la philosophie, c'est bien la sagesse de l'amitié, mais elle reste et elle demeure la recherche du vrai et de la sagesse. Ce qui fait que devant cet horizon du vrai, les cartes de l'amitié philosophique sont sans cesse rebattues en quelque sorte. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, il est bon de redéfinir, comme je l'ai dit, la philosophie. La philosophie n'est pas une démarche d'érudition, c'est également une vision existentielle de l'amitié.
On voit également que l'amitié philosophique, c'est une sorte de compagnonnage, en quelque sorte, de la pensée qui va unir le maître et le disciple dans une même quête. Alors bien sûr, on peut se demander si cette vision de la philosophie est encore actuelle. On sait tous que la philosophie scolaire, telle qu'elle est enseignée, ne correspond plus du tout à cette recherche de l'amitié. Il y a maintenant dans les écoles une recherche assez individualiste du diplôme qui ne correspond plus du tout à l'ancienne exigence philosophique. Et l'idée même, d'ailleurs, en philosophie d'un maître paraît totalement, à l'heure actuelle, obsolète. On ne parle plus du tout de maître, on parle de coach de philosophie, et ce qui fait que cette notion de philia grecque semble disparaître pratiquement définitivement de notre horizon.